Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative. Alternative, une émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous explorons l'actualité internationale, africaine surtout, du point de vue du Sud. Un regard alternatif qui est à l'honneur ici au Palais des Arts, de la Culture et à Tanger, à l'occasion de la 17e édition du Forum international Meddays, organisé comme chaque année sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Fracture et polarisation, réinventer l'équation globale. C'est la thématique qui a été choisie cette année avec pas moins de 250 intervenants, 7000 participants, pas moins de 120 pays qui sont représentés. Évidemment, l'Afrique est au cœur des échanges, une Afrique qui affirme de plus en plus sa souveraineté, une Afrique émergente, une Afrique surtout en totale recomposition géostratégique, mais une Afrique aussi qui est aux prises à des défis majeurs tels que la sécurité, nous allons le voir, mais aussi le développement. Pas de paix sans développement. C'est une alternative très spéciale aujourd'hui que je vous propose, donc, parmi les intervenants, des présidents, des ministres, des personnalités de très haut niveau, des experts internationaux. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui mon invité, M. Mamadou Tangara, représentant spécial au Mali et chef de la mission Missahel. M. Mamadou Tangara, bonjour. Bonjour Nadia, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors j'ai envie de commencer surtout par ce prix, ce grand prix Meddays 2025 qui a été décerné à Monsieur le Président de la République de Gambie, Monsieur Adama Barrow, parce que vous êtes aussi ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie. Vous avez été le visage de la diplomatie de Gambie pendant des années. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sens ça a pour vous ? Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'Institut Amadeus pour cette belle édition des Meddays, la 17e, et féliciter Brahim Fassi Fekri pour le travail extraordinaire qu'il abat. Et ce lieu commence à devenir vraiment un lieu de foisonnement d'idées pour le développement de l'Afrique, pour la sécurité, pour le monde en fait. Et le grand prix Meddays qui a été décerné cette année au président Adama Barrow, président de la République de Gambie, était une consécration pour le président, pour sa diplomatie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un partisan convaincu de l'intégration africaine, du respect de l'intégrité territoriale des pays de l'Afrique. Et dans ce sens, la Gambie, sous sa houlette, a été le premier pays à ouvrir un consulat à Dakhla. Et je pense que la Gambie et le Maroc ont des relations séculaires qui datent de très longtemps et notre position en tant que pays n'a jamais souffert d'ambiguïté. Depuis le temps du premier président Diawara, le deuxième président Jammeh jusqu'à aujourd'hui, notre position sur la marocanité du Sahara a été très claire et sans ambiguïté. Donc ce prix, c'est le lieu de féliciter le président aussi pour avoir reçu ce prix. Et ça montre aussi, en fait, c'est, comme je disais, la consécration du travail énorme qu'il fait au niveau du pays et au niveau du continent. C'est un homme de paix qui a toujours pensé que la meilleure des armes, c'est par le dialogue. Et je pense aujourd'hui aussi avec la résolution 2797, ça le conforte dans sa position. Parce que on s'est accordé au niveau des Nations Unies, le Conseil de sécurité, pour dire que le plan d'autonomie marocaine est la seule base fiable et crédible pour arriver à une solution. Et Sa Majesté, sans triomphalisme aucun, le 31 octobre, a tendu la main à toutes les parties pour que se retrouvent autour d'une table en tant que frères, seuls pour trouver une solution à ce conflit qui n'a que trop duré. Je pense que nos moyens doivent être destinés au développement plutôt qu'à gérer des conflits et autres. En ce sens, nous saluons le travail d'orfèvre des diplomates marocains et j'en profite pour rendre hommage au ministre Nasser Bourita, à Omar Hilal qui est à New York et à toutes les équipes qui sont derrière eux. Il y a beaucoup qui travaillent aussi dans l'ombre qu'on ne voit pas, mais je peux vous dire, parce que moi j'ai travaillé avec eux, que c'est une équipe très soudée, dévouée, et qui sont
tous derrière leur chef, suivant les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, Monsieur Mamadou Tangara, vous êtes aujourd'hui à Bamako et vous êtes donc chef de mission pour l'Union africaine au Mali et pour le MISAEL. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cet organe de MISAEL dans un premier temps? Je représente l'Union africaine au Mali et dans la région du Sahel. Le Sahel aujourd'hui malheureusement est un lieu où il y a beaucoup de conflits. Et on a tendance à se focaliser sur le Sahel central, mais ça va au-delà de ça. Mais ce qui est quand même très important aujourd'hui, c'est le fait que de plus en plus, les gens commencent à comprendre qu'il est essentiel que ces Sahéliens, que ces pays concernés se retrouvent autour de la table. On ne peut pas trouver de solution sans parler à ceux qui dirigent de facto ces pays. Et on ne peut pas non plus demander aux gens de combattre le terrorisme en les sanctionnant, en leur attachant là, mais ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le Sahel, c'est comme une digue. Si ça tombe, ça va emporter beaucoup avec eux. Donc aujourd'hui, notre rôle consiste un peu à faire un plaidoyer pour que les gens écoutent ces pays, pour qu'on puisse travailler ensemble à trouver des solutions. Et moi, je reste convaincu qu'il est essentiel qu'ils se retrouvent autour de la table. Tu as beau m'aimer, mais tu ne peux pas m'aimer plus que moi-même. Et il faut aussi comprendre qu'il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser, une nouvelle donne. On a affaire à une génération qui est complètement différente de la dernière génération passée. Une génération décomplexée, des gens qui sont fiers, qu'il faut écouter. Tu ne peux pas me sanctionner, me rejeter et puis vouloir me parler, ce n'est pas possible. Pour qu'on puisse dialoguer, il faut que ça se fasse dans le respect et qu'il y ait un climat de confiance pour qu'on puisse s'écouter. Dès l'instant qu'on se fait confiance et qu'il y a le respect, je pense qu'on peut, autour d'une table, à huis clos, se dire des vérités crues. Mais la diplomatie de mégaphone, ça ne marche pas. Il faut aussi comprendre la réalité de l'Afrique. En Afrique, les grands problèmes sont résolus dans le silence, à huis clos. Ce n'est pas sur la place publique qu'on va résoudre les problèmes. Donc ça aussi, cette approche, il faut qu'on essaye de voir cela. Moi, je suis un des plus de 158 envoyés représentants spéciaux sur le Sahel et avec plus de 21 stratégies sur le Sahel, mais je suis le seul qui réside à Bamako. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Il faut qu'on puisse quand même harmoniser nos positions et puis éviter cette cacophonie. Et aujourd'hui, quand on regarde les médias, malheureusement, on a l'impression que demain, certains vont entrer et prendre Bamako. Moi, je vis là-bas, je viens de Bamako. C'est vrai, la situation est difficile, mais honnêtement, c'est pas c'est pas le reflet de ce qu'on montre dans les médias. Donc ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Dans des moments aussi difficiles, la désinformation peut être très néfaste. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, les pays de la sous-région ont compris qu'on est obligé de travailler main dans la main, que nos destins sont inextricablement liés. Et ce qui affecte un pays directement peut avoir des conséquences très graves sur les autres pays. Et c'est cette voix du Sud, cette voix du Sahel que vous êtes mis à l'honneur de faire entendre, surtout le continent, mais aussi en dehors du continent. La thématique ici à cette 17e édition de Medday, c'est fracture, polarisation, réinventer une équation globale. Ça résonne très fort avec ce que vous voulez de dire, Monsieur Mamadou Tangara, parce que effectivement, c'est une nouvelle équation qu'on essaye de réécrire ici à travers votre travail. Vous êtes un diplomate chevronné et au sein de votre mission, il s'agit de réaccorder les ententes et de parler franchement. Le 28 avril dernier, les 3 chefs de la diplomatie du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont été reçus en audience royale par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce lien direct établi par le souverain a été, j'imagine, accueilli de manière favorable par les 3 pays, et notamment le Mali. Est-ce qu'on peut revenir sur cette diplomatie royale qui crée le pont
à un moment où la fracture est présente? Je pense que c'est le lieu de saluer une fois de plus la diplomatie marocaine sous la houlette de Sa Majesté. Vous savez, moi j'étais présent le jour où le Maroc a rejoint la grande famille africaine. Et j'ai vu avec beaucoup d'émotion Sa Majesté parler du retour du Maroc dans la famille africaine, qu'il est bon de revenir dans la famille. Mais même en n'étant pas dans la famille à l'époque, le Maroc a toujours fait preuve de solidarité avec l'Afrique. Et tenez-vous bien, le nom du ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger. Il y a tout un symbolisme derrière. Et ce symbolisme aussi se traduit par des actes concrets. Je pense que le fait d'être reçu par Sa Majesté, à un moment où beaucoup leur ferment des portes, est un acte de pouvoir très fort. Un acte qui a tout son sens. Un acte de solidarité pour dire que vous pouvez compter sur nous. Parce que ces pays qui sont enclavés, on dit, non pas, évidemment, quand tu es enclavé, tu n'as pas accès à la mer, mais le Maroc leur offre cette porte de sortie. Et je pense qu'ils ont su saisir cela et sont très satisfaits de cette belle dynamique. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et ça s'est fait dans le respect. Ce n'est pas une diplomatie de jeu de dupe. Vous savez, quand vos destins sont liés, ce n'est pas le lieu d'essayer de tromper l'autre par les tractations diplomatiques sans sens, mais en posant des actes concrets. Donc ça, c'est un acte concret que Sa Majesté a posé vis-à-vis de ces pays et qui a été très apprécié. On va continuer de parler de cette solidarité fraternelle au sein de la famille africaine et de cette coopération sud-sud, de cette coopération africaine, intra-africaine, concrètement aussi. Maintenant que vous êtes en mission au Sahel, une situation névralgique, pouvez-vous nous dire comment les 3 pays du Sahel se sont saisis de cette initiative Afrique Atlantique au moment où le projet avance à grands pas et au moment où ces pays s'investissent eux-mêmes dans cette initiative royale atlantique? C'est une co-construction. Vous savez, quand le Maroc parle de co-émergence, de co-construction, je pense que c'est le terme très fort. Et ces pays ont beaucoup apprécié cela. Parce que c'est ce que je disais tantôt. Ce dont ils ont besoin aussi, c'est de se faire respecter, de se faire écouter. Ce n'est pas des gens qui viennent leur donner des leçons, mais c'est des gens qui non seulement les respectent, mais viennent avec des propositions concrètes. À ce moment, ils vous écoutent, ils vous tendent l'oreille. Rien n'est parfait dans la vie. On commet des erreurs. Mais quand des amis vous parlent, vous savez qu'ils vous conseillent dans le bon sens. Quand des amis vous parlent, vous savez qu'ils vous indiquent la bonne voie. Et je pense que ces 3 pays perçoivent le Maroc comme un ami, Sa Majesté comme un ami de l'Afrique. Donc il est écouté. Et ils ont su saisir cela. Et je pense que d'autres pays aussi saisiront cette occasion. Parce que qu'est-ce que veut Sa Majesté? C'est créer une zone de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de développement. Sans stabilité, il n'y a pas de prospérité. Mais une fois qu'on arrive à créer une situation stable, on peut avoir la prospérité. Une fois qu'il y a la prospérité, les gens même vont s'évertuer à protéger cette prospérité. Mais aujourd'hui, pourquoi on a énormément de problèmes au niveau du Sahel? Il y a trop de pauvreté. Et la pauvreté est un terreau fertile pour le terrorisme. Il y a des gens qu'on appelle djihadistes qui ne sont que des djihadistes de circonstance. En fait, c'est des grands voyous qui, le jour, quand ils sont faussés, demain ils se lèvent et ils deviennent des djihadistes. Ils vont kidnapper, ils vont faire n'importe quoi au nom de l'islam, ce qui n'a rien à voir avec l'islam non plus. Parce que l'islam, c'est d'abord une religion de paix. Ce n'est pas s'investissant à tuer des gens, à tuer même, parfois, ils tuent même plus de musulmans que de non-musulmans. Ça, ce n'est pas au nom de l'islam. C'est malheureusement des bandits, mais des gens ont aussi besoin de se former, de connaître cette religion. Aujourd'hui, je sais aussi qu'avec la fondation Mohamed VI, on forme des imams à leur apprendre cet islam tolérant. Parce que ce qui est le plus dangereux, en fait, c'est des semi-illettrés qui n'ont pas beaucoup compris. Le semi-illettré, parfois, est très dangereux. Parce qu'ils tombent facilement dans le dogmatisme, parce qu'ils n'ont pas cet esprit critique pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser.
Et je pense qu'en accueillant des imams, en les formant, ça va permettre de transmettre la flamme de l'islam et non pas les cendres. Malheureusement, aujourd'hui, on a vu que beaucoup se mettent derrière des slogans islamiques pour faire commettre des méfaits au nom de l'islam. Mais je le répète, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion de paix, de tolérance. Et lorsque vous parlez de cette formation des imams sous l'impulsion du royaume, c'est une autre forme de diplomatie. C'est la diplomatie de la spiritualité qui est commune aussi à l'Afrique et au continent. À quel point est-ce important de créer ce lien et cette forme de solidarité originelle aussi pour le Sahel notamment? Ça, c'est un lien fort qui existe entre le Maroc et ces pays. Au moment où je vous parle, il y a certains participants des MEDES qui sont allés à Fès pour prier. Donc ça, c'est une réalité concrète qui crée cette relation très forte avec le Maroc. Et je vais vous donner l'exemple de la Gambie. L'année dernière, pendant le Ramadan, le chargé d'affaires a rassemblé toutes les confréries, ceux qui ne s'asseyaient pas autour d'une même table. Il les a invités pour un iftar à la grande mosquée de Banjul. Parce que c'est le Maroc qui a invité. Donc ils ont tous répondu à l'appel. Personne d'autre n'avait réussi à faire cela. Donc le Maroc a ce soft power de diplomatie spirituelle qui produit des effets extraordinaires et s'appuyer sur ce soft power est important pour aussi propager les nobles idées de cette monarchie marocaine, de la monarchie chérifienne. On vient de parler d'énergie spirituelle. Je vous propose de parler maintenant aussi d'énergie tout court et d'énergie renouvelable. Il y a dans le cadre de cette initiative royale de l'Afrique Atlantique un projet d'envergure qui est le gazoduc Afrique Atlantique. À quel point est-ce important pour l'Afrique et en particulier pour le Sahel que ce projet aille jusqu'au bout à travers cette dimension des ressources naturelles en lien avec la souveraineté même de ces pays-là? Vous savez, la souveraineté, c'est un mot très fort. Mais on ne peut pas avoir de souveraineté si on n'a pas cette souveraineté économique, sinon on n'a pas cette souveraineté énergétique. Et il n'y a aucun pays qui peut aller tout seul. Donc, ce projet de gazoduc va nous permettre de mutualiser nos moyens et de faire preuve de beaucoup de solidarité entre nous. Et il sera du devoir de tout un chacun de protéger ce gazoduc, parce qu'il y va de notre survie. On a vu quand il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les conséquences que ça a eu sur nos pays, ce qui est quand même inadmissible. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a assez de moyens, assez de ressources pour être totalement indépendants. Mais il faudrait qu'il y ait la paix, la stabilité et que les gens comprennent aussi ce devoir de solidarité que le Maroc a prouvé à tout le monde. Cette coopération sud-sud, il est important qu'on renforce cette coopération pour pouvoir asseoir une véritable souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas seulement de la souveraineté politique. Parce que qui vous donne, celui qui contrôle la bourse, vous contrôle quelque part. Si quelqu'un contrôle votre cuisine, vous avez intérêt à être gentil avec la personne. Donc il est important qu'on se saisisse de ce projet, qu'il y ait ce sens de ownership, comme on dit en anglais, que les gens s'approprient ce projet et qu'on fasse aboutir ce projet pour non seulement les générations présentes, mais les générations à venir. En tout cas, si on veut, on peut léguer quelque chose à la postérité, dont nous serons éternellement redevables, c'est de faire en sorte qu'on réussisse ce projet ensemble. En augure à cette 17e édition du Forum Meddays, il y a eu le Meddays Investment
Summit, qui est en fait consacré au renforcement des infrastructures, des industries et des investissements. On vient à l'instant de parler de l'importance névralgique des infrastructures, à l'image de ce projet d'envergure du gazoduc. Comment le Sahel et les 3 pays qui composent le Sahel envisagent et travaillent ensemble pour justement mettre en place et mettre les premiers jalons pour ce genre de projet? Le Sahel est plus grand que les 3 pays. Les 3 pays constituent ce qu'on appelle le Sahel central, mais ça va au-delà de cela. Oui. Ça présente énormément d'opportunités. Il y a beaucoup de ressources dans ces pays. Oui. Et justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on doit être conscient de cet état de fait, parce qu'on a vu que partout où il y a des ressources, on crée des conflits artificiels pour qu'on s'entretue entre nous, et en ce moment, d'autres sont en train de piller nos ressources. Et c'est pour cela, moi je dis toujours, le virus dont on souffre le plus en Afrique, c'est l'ignorance. Parce qu'on est un continent, Nadia, qui est trop riche pour être pauvre. Ça ne s'explique pas. On a été en Corée, et les gens parlaient du miracle coréen, le Hang River-like development, le modèle coréen. Mais c'est simple. Ils n'ont pas de ressources naturelles, mais ils ont su d'abord compter sur les ressources humaines, former ces ressources humaines. Et ils ont su aussi se voir à travers leurs propres yeux et non pas à travers le prisme déformant de l'autre qui valide ce que tu fais ou ce qui est bon pour toi ou ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, se prendre en charge la souveraineté, d'abord, c'est de se voir à travers ses propres yeux, d'être conscient des ressources que nous avons, de mettre en place des investissements pour former des gens et pour qu'on puisse aussi bénéficier des ressources que nous avons. Mais si on a les ressources ou qu'on n'a pas les esprits, les personnes bien formées pour bénéficier de ces ressources, ça ne sert à rien. C'est d'autres qui viendront se servir à notre place. Donc il est important aujourd'hui qu'on mette l'accent sur aussi la formation des ressources humaines. Et ça, le Maroc l'a compris très tôt, en tendant la main aux pays africains, en formant beaucoup de cadres africains. En Gambie, moi, je connais beaucoup de cadres qui ont été... Moi-même, je suis un produit de cette coopération. C'est toujours avec grand plaisir de dire que j'ai fait mes premières humanités à Oujda, oui, dans le Maroc oriental, auquel je reste très lié. Et il y a beaucoup d'autres ministres africains, beaucoup d'autres cadres africains qui ont été formés dans ce pays. Donc, d'abord, former les ressources humaines pour qu'on puisse bénéficier de nos ressources. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, nos ressources vont aller à d'autres personnes. On va continuer à nous leurrer, à nous parler de renaissance africaine, d'émergence africaine, mais il ne peut pas y avoir d'émergence africaine tant que les Africains ne sont pas au contrôle, tant que nous n'occupons pas, nous ne prenons pas en main le gouvernail de ce continent. L'Afrique est un continent trop riche pour être pauvre. Je retiendrai cette expression et puis je l'ajouterai à ma dernière question. Vous avez participé à une session plénière qui parlait précisément de souveraineté, d'une Afrique qui émerge, d'une Afrique qui affirme de plus en plus sa souveraineté. Il y a été question de gouvernance aussi et d'amélioration de la stabilité. C'est exactement ce qu'on vient de décliner ici. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette session plénière à laquelle vous avez participé ici au Forum de Meddays? Moi, ça me conforte une fois de plus dans ma position qui consiste à dire qu'il est important qu'on mette l'accent sur l'éducation, sur la formation. Parce que tant que nous pensons que pour qu'on puisse être accepté, que nos modèles de développement puissent être acceptés, il faut qu'on suive les autres. J'avais un ancien qui disait que quand on suit, on est toujours derrière, on marque le pas derrière. Donc il est important qu'on mette l'accent sur la formation de cette jeunesse pour l'avenir de l'Afrique. Et pas n'importe quelle formation, une formation structurante qui les amène à prendre confiance en eux-mêmes, à prendre conscience de leur africanité et du besoin de prendre les devants pour développer ce continent. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire, moi je le dis toujours, quand je viens au Maroc, partout où je passe, je vois le drapeau marocain. Donc il y a
cette fierté à être marocain. Je l'ai dit, même dans mon propre pays, je suis chagriné quand je passe. Je vois plutôt des drapeaux de partis politiques, alors qu'on a tout pour s'entendre autour de l'essentiel. Et c'est ce bel exemple que le Maroc montre, en s'entendant autour de l'essentiel, en se rassemblant autour de l'essentiel, en suivant la vision éclairée de Sa Majesté le Roi. Après la résolution 2797, j'étais à Londres, je me promenais et comme par hasard, je suis tombé sur un groupe de Marocains qui étaient là, fièrement avec le drapeau, en train de célébrer. Ça, c'est le patriotisme. Et ce patriotisme est un pas vers le panafricanisme. En tout cas, on a beaucoup à apprendre de ce grand pays. Merci. Merci infiniment, Monsieur Mamadou Tankara, représentant spécial de l'Union africaine au Mali et chef de mission pour la MIS Sahel. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir. C'est un plaisir toujours d'avoir une conversation avec toi, Nadia, et je vous félicite pour l'excellent travail que vous faites et toutes mes félicitations aussi à la chaîne Média. Merci Bonne infiniment. continuation. Merci infiniment, merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.